Alors, on va reprendre le cours, la suite du cours. Donc, on a vu la différence entre let et var. Quand on déclare avec une variable avec let, elle est connue au niveau du bloc. Quand on la déclare avec var, elle est connue dans toute la fonction. Vous avez un autre exemple ici qu'on n'a pas vu dans la première vidéo que vous pourrez étudier également. On va voir rapidement l'instruction const qui sert aussi à déclarer une variable, mais cette fois-ci, ce sera une constante, c'est-à-dire une variable qu'on ne pourra théoriquement pas modifier. Alors j'ai bien dit théoriquement parce que vous allez voir que ce ne sera pas tout à fait vrai tout le temps. Alors voilà, je mets dans mon script JS, je mets juste une déclaration, const mavar4, et puis je vais aller ouvrir le fichier index.html. J'ai un petit souci là, voilà, ça va venir. Parce que j'ai enlevé la clé USB, je l'ai remise et il n'a pas aimé. Alors, donc du coup, on a toujours notre fichier avec... là, on est beaucoup trop loin dans le cours. Je vais enlever tout ça pour que vous voyez clair. Voilà. Et on va juste appeler ça paragraphe 1. Voilà, et ce qui est surtout important, c'est qu'on a toujours l'import du script JS ici. Alors, je vais enregistrer et je vais actualiser. Voilà, et donc on a ici un message d'erreur, syntaxe erreur, missing égale in const déclaration. Donc le problème vient ici de notre déclaration. On ne peut pas déclarer une variable de cette manière-là. Il faut forcément dire égal quelque chose. Alors, par exemple, égal 2. On n'a plus de problème. Je peux rajouter, évidemment, il n'écrit rien. Si je rajoute derrière console log, mavar4, mavar4, bien évidemment 2, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de modifier mavar4. Donc on va faire maintenant mavar4 égale 3, par exemple, tout simplement. Et je recharge. Et là, j'ai à nouveau un message d'erreur, type error. Alors, non, excusez-moi, c'était pas ça que je voulais faire, je voulais cliquer ici. Voilà, type error sur mavar égale 3. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré une constante. Et dans la console, vous pouvez voir la console, la constante vaut bien 2, tout va bien. Et puis, au moment d'exécuter mavar4 égale 3, eh bien, il nous donne un message d'erreur. Et le message d'erreur, invalid assignment to constant mavar4, on ne peut pas assigner une nouvelle valeur à la constante. Voilà, donc vous avez un exemple très similaire ici dans le cours. Et puis, on va regarder ce que ça donne quand on définit une variable qui est cette fois-ci une liste. Alors, je l'ai appelé TBL parce que en JavaScript, on ne parle pas de liste, mais de tableau. Enfin, vous pouvez considérer, c'est pratiquement la même chose qu'une liste en Python. Donc, je déclare une variable table, qui est une constante, et qui vaut une liste vide, un tableau vide. Je vais afficher dans la console, et puis vous allez voir, je vais utiliser push 3 fois de suite. Je vais faire tab.push 1, tab.push 2, tab.push, j'ai compris. Et à chaque fois, j'appelle console.log table pour afficher dans la console la valeur de la variable. Alors, vous avez peut-être déjà deviné ce que ça va faire. Et donc, regardons, eh bien, le premier console.log affiche une table vide, puis après il y a 1, puis après il y a 1 et 2, puis après il y a 1, 2 et j'ai compris. Donc, au départ, on avait créé vide, on a ajouté 1, ajouté 2, ajouté j'ai compris, et puis donc à chaque fois on a écrit la valeur. Donc le push ici, c'est l'équivalent, c'est même exactement la même chose que le append. Donc on a créé une liste vide, et puis append 1, append 2, append, j'ai compris, on ajoute des éléments dans la liste. Voilà, vous avez compris ce que fait push, vous avez donc compris comment on utilise les listes, ou du moins comment on crée une liste. Juste un petit commentaire ici, c'est que normalement, table était déclarée comme une constante. Donc vous voyez que oui, c'est une constante,
Mais en fait, on peut, dans le cas où la variable est une liste, un tableau, eh bien, on peut quand même ajouter des éléments dans le tableau. Voilà. Alors, tant que j'en suis à vous montrer des tableaux, on va rajouter ici quelques instructions que vous reconnaîtrez, qui sont très proches. Hein. Donc, console.log, je vous rappelle que c'est l'équivalent du print. Et par exemple, je vais afficher table de 0 ou table de 1. C'est comme en Python. Hein. On aurait écrit exactement les choses pareilles. Il n'y a aucune différence avec ce qu'on écrit en Python. Vous êtes habitué à ce genre de notation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'étais pas sur la bonne page. Voilà. Voilà, donc table de 0 vaut 1 et table de 1 vaut 2. 1, 2. Donc voilà, comme en Python, l'élément d'indice 0, c'est le premier, et l'élément d'indice 1, c'est le deuxième, etc. Voilà, alors là, par contre, j'ai pas fait exprès. J'ai fait voilà. Enregistrer, ça devrait marcher, non, évidemment. Alors, on va s'y retrouver comme ça, et je dois l'avoir là. Oui. Alors, donc du coup, on a vu const, et on a vu let et var. Donc, bon, le bilan, c'est simplement qu'on va préférer toujours utiliser const pour toutes les variables qui sont... alors, attendez, c'est pas la bonne version, ça. Je vais le fermer et le rouvrir parce qu'il y a que ça. Juste un petit instant. J'espère que ça va être la bonne version. Avec les dernières modifs. Bon, tant pis, on va se contenter de ça. Mais là, j'ai des petites corrections à faire dans cette partie-là. Alors, exercice, on vous demande d'écrire un script dans lequel on a 4 variables, x, y et, non pas y ici, mais z, donc x, y, z, et une variable res. Et dans la console, vous ferez afficher la valeur de res égale x2 plus 3y fois z. Vous afficherez le résultat dans la console et puis aussi avec alerte. Voilà, à vous de jouer, vous pouvez mettre en pause et vous revenez voir la vidéo quand vous avez terminé. Alors, je vous donne la correction. Donc, on définit 3 variables x, y, z. On leur donne les valeurs que l'on veut. Et puis ensuite, res égale x carré plus 3 fois y fois z. Console.log ou alerte vont nous donner le résultat. Copier ça dans script.js. Ah, allez voir ça ici. Donc, il nous dit avec alerte 21 et il nous dit également dans la console. Rien de spectaculaire ici, je pense que vous avez bien compris. Alors, jusqu'ici, on a écrit dans la console, on a écrit dans des pop-up, mais on va aussi voir comment on peut écrire directement dans la page HTML. Alors, on va commencer par prendre ce code-ci, qui ressemble beaucoup au précédent, et on va l'exécuter. J'enregistre, S, et puis je vais aller l'exécuter ici. Alors du coup, là, j'ai cette fois-ci un affichage directement dans le code HTML, dans la page HTML. J'ai rien dans la console. En fait, j'ai utilisé document.write. Alors document.write est un peu obsolète. Normalement, on ne devrait plus l'utiliser. Je vais vous montrer une autre façon de le faire. Néanmoins, c'est quand même bien pratique. Alors, on aurait pu aussi créer un nouveau paragraphe, par exemple. On aurait pu écrire ça comme ça. Voilà. CTRL S, je l'exécute. Et là, si je regarde, eh bien, le code source de cette partie-là du code, c'est bien la fonction renvoi 21, mais avec les balises P et /P, donc ce qui permet de faire en même temps un peu de mise en page ou des choses comme ça.
Alors, en réalité, on va souvent préférer modifier un élément existant. Donc, on reprend toujours le même code, là, avec x, y, z, et puis la barre res qui vaut x carré plus 3 fois y fois z. Mais on va aller écrire ça dans le paragraphe qui a l'id par 1. Donc, le paragraphe qui a l'id par 1, c'est celui qui est au tout début. Où est-ce que je l'ai mis? Ben là, il n'y en a plus, en fait, dans cette version-là, donc je vais en recréer un. Donc, on va dire ici qu'on va donner une id para 1 à ce paragraphe. J'ai un paragraphe qui a l'id par 1. On va aller quand même afficher ça correctement. Voilà, il est ici. Et on va aller modifier ce paragraphe au lieu d'écrire en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord récupérer. Donc, on va faire var élément égale document.getElément by id 1. Ce qui nous donne l'objet correspondant à ce paragraphe. Et puis, on va le modifier. Et alors, au lieu de modifier son style, comme on avait fait dans les exemples précédents, on va aussi modifier son contenu. Son contenu, on va le faire avec inner HTML. Et on va mettre inner HTML égale as égale et ajouter la valeur de res. Voilà, tout simplement. J'enregistre, je mets à jour. Alors, il me dit que document get element by id is not a function. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise? Parce qu'ici, j'ai mis un D majuscule. Et donc, j'ai bien res égale 21. Donc là, on peut regarder le code source si vous voulez. Pas le code source seulement de la sélection, mais de tout le code. Donc voilà, on avait ce paragraphe. Dans le code, il est comme ça, mais après exécution du script, il est modifié. Et il est modifié de la façon suivante, avec id par 1. Et au lieu d'avoir paragraphe 1, on a modifié ce qui est entre la balise P et la balise fin de paragraphe. Et on a remplacé le contenu par res égale 21. Voilà. Et donc dans l'affichage, ça nous a bien affiché les choses comme ça. Donc voilà pour le inner HTML. Alors bien sûr, on aurait aussi bien pu, alors on va copier tout ça, si on veut, on va copier tout ce code, vous allez voir, ça va être très légèrement différent, puisque là on va modifier aussi le style. Mais une fois qu'on a récupéré l'élément, on peut bien faire tout ce qu'on veut. Voilà, donc ici, on récupère l'élément avec getElementById. On change le contenu du paragraphe, qui donc maintenant vaut f de 3 égale res. Et puis on change la couleur, donc le style color du paragraphe. Et puis on change aussi le font weight, le poids de la fonte qu'on met à bold. Et donc on obtient ici une écriture en rouge caractère gras du contenu qu'on a défini ici. Voilà. Alors évidemment, on peut modifier toutes sortes d'éléments, hein, pas seulement les paragraphes, on peut modifier absolument n'importe quel élément. Les fonctions, ben, je vais peut-être pas le refaire, on a déjà vu ça dans la première vidéo. Hein. Donc pour déclarer une fonction, on fait comme en Python, sauf que le mot def est remplacé par le mot function. Ensuite, le nom de la fonction, entre parenthèses, le ou les arguments. S'il n'y en a pas, on met quand même les parenthèses vides, comme en Python. Et puis, au lieu d'avoir les 2 points, on a une accolade ouvrante qui signifie début de la fonction. Et la fin de la fonction est marquée par une accolade fermante. Puis, bah, entre les deux, on a le contenu de la fonction. Donc, ici, c'est une seule ligne. Et c'est retourner i fois i, donc i au carré. Voilà, donc
La déclaration peut se faire dans l'élément aide dans un script, mais elle se fait bien mieux encore dans un fichier JS comme on vient de le faire. Alors, vous avez un TP ici à faire. Vous devez donc supprimer le contenu de index.html, mettre ce code-ci. Ensuite, vous allez supprimer le contenu de script.js et vous allez écrire une fonction qui renvoie, une fonction f de x qui renvoie cette valeur. Et puis, vous devez d'abord, dans un premier temps, afficher les images de 1 et de -1 dans la console. Ensuite, vous allez réaliser un tableau de valeurs de cette fonction de 0 à 5 avec un pas de 1. Alors, on vous donne le HTML ici, qui est tout fait. Je vous explique un petit peu, donc, table et fin de table. Je vais peut-être réduire un tout petit peu pour qu'on puisse voir tout le code. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, début de la table, fin de la table. Et puis, TR, ça veut dire Table Row, donc c'est une ligne du tableau. Et TD, ça veut dire Table Data, donc c'est une cellule, si vous voulez, une case du tableau. Donc, on a ici une première ligne qui commence là et qui s'arrête ici. Cette première ligne contient deux cases. Donc, la première case, une valise TD. Alors, passons sur les styles. Le contenu, on pourrait appeler inner HTML, et puis la balise de fin de /td, c'est-à-dire fin de cette case, et puis une deuxième case qui va donc se mettre à côté, qui contient lui le contenu f de x. C'est ce que vous voyez dans le tableau ici. La première ligne du tableau contient x et f de x. Alors ces deux cellules-là, on ne va pas les modifier, donc je n'ai pas eu besoin de mettre de ID. Par contre, toutes les lignes qui sont en dessous, ici, bien, on veut faire le tableau de valeurs. Donc ici, on veut que les valeurs de x soient 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis dans la deuxième colonne, on veut la valeur de f de x. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, dans la première cellule, pour la deuxième ligne, par exemple, dans la première cellule, je mets la valeur 0. Et puis dans la deuxième cellule, celle qui est sur la droite, eh bien, j'ai mis rien du tout. Par contre, j'ai mis un ID F0, et puis pareil pour chacune des lignes, ID F1, F2, etc. Voilà, alors à vous de faire. Vous devez donc faire écrire les bonnes valeurs ici dans les cases, et puis vous devez afficher d'abord la valeur de 1 et de -1 dans le script. Voilà, vous mettez la vidéo en pause, vous faites ce travail-là. Vous avez une petite aide ici sur comment faire une boucle. Donc les boucles en JavaScript sont un peu différentes des boucles en Python. Par exemple, ici, on va faire une boucle for i égale 3 et inférieur à 10, i++. Donc ça veut dire que i va aller de 3 jusqu'à 9, et i++, c'est comme i plus égale 1, c'est-à-dire que i augmente de 1. Donc en fait, i va prendre les valeurs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on s'arrête à 9 puisqu'on a mis qu'on s'arrête quand i est strictement inférieur à 10. Voilà, donc ça, ce serait exactement la même chose qu'un for i in range 3, 10. Ça ferait exactement pareil, hein, de 3 jusqu'à 10 exclus, avec un pas de 1. Aussi, une autre chose, quand on fait document.getElement by ID de tagname, alors là, ça peut être une variable. Donc, par exemple, si j'écris tag égale f plus 1 et document getElement by ID tag, et bien en fait, là, je vais récupérer l'élément qui a l'ID f1. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez faire le TP. Alors, je vais vous faire la correction. Donc, je vais garder. Alors non, il n'y a qu'une seule variable. Donc, je vais faire fonction f de x. Et on a dit que la fonction doit renvoyer x carré moins 3x plus 1. Donc, on va faire simplement return x carré moins 3 fois x plus 1. Voilà. Et on va faire la boucle sur les 6 lignes du tableau. Donc for, on peut mettre let i égale 0, i
inférieur ou égal à 5, on aurait pu mettre strictement inférieur à 6, ça aurait été pareil, i++, le bloc. Voilà, et que doit-on faire? Eh bien, on va faire id égale f plus i. Alors, je vous rappelle qu'en JavaScript, on ne s'embête pas avec les conversions, donc j'ai écrit f plus i, il va automatiquement transformer i, qui est une valeur numérique, au 0, 1, 2, 3, 4, 5, et donc il va automatiquement transformer i en chaîne de caractères, donc ça va donner f0, puis f1, etc. Donc là, j'ai l'id, ensuite je vais prendre ça ici, donc élément égal document, point get élément id, et donc c'est pas para1, mais c'est la variable id que j'ai déterminé juste avant. Et ensuite, je vais faire élément.inner html égal, ben, tout simplement f de i. Puis avant, il y avait une première question, on nous demandait d'afficher f de moins 1. Et aussi f de 1. Là, j'ai pas fait ce que je voulais, je sais pas. Non. J'ai i, et voilà. Et donc f de moins 1 et f de 1. Voilà, je vais recharger mon. Alors, res is not defined. Alors, c'est parce que je dois avoir laissé des choses ici qui n'ont plus rien à faire ici. A priori, il n'y a plus de res là-dedans. Voilà, donc f de 1, moins 1, il me répond 5, et f de 1, il me répond moins 1. Donc c'est x carré, donc pour moins 1, ça fait 1, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3, donc 3 égale 4, plus 1, 5, c'est bien bon. Donc f de moins 1, ça vaut effectivement 5, et f de 1, ça fait 1 moins 3 plus 1, donc ça fait bien moins 1. Donc les deux valeurs ici qu'on a affichées sont bonnes. Et ici, on a bien l'image de f de x pour les différentes valeurs de x. Voilà, pour ce TP. Et on va maintenant, alors tout ce qu'on a fait jusqu'ici, tout est programmé d'avance. C'est-à-dire que là, on a fait afficher dans le tableau les valeurs de f de x pour des valeurs x égale 0 jusqu'à 5, mais qui étaient définies à l'avance. C'est-à-dire que là, l'utilisateur n'a pas trop de choix. Hein, quand on charge la page, eh bien, il nous donne les valeurs qui ont été décidées avant. Or, la plupart du temps, le JavaScript nous sert à avoir une interaction avec l'utilisateur. Alors, premier exemple d'interaction avec la méthode prompt. La méthode prompt, on lui donne, c'est une fonction, à qui on donne deux arguments. Le premier argument, c'est la question que va poser la page. Elle va nous ouvrir une boîte de dialogue qui va nous poser une question. Et puis, on met un deuxième argument qui est une réponse par défaut. Alors là, on a créé une petite fonction demande que je vais copier dans mon script. Voilà, j'enregistre et je vais exécuter. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce qu'il ah oui, non, parce que j'ai oublié de le. Je vais faire x égale demande. Si j'appelle pas ma fonction, évidemment, il ne va pas l'exécuter. Donc, quel âge as-tu? Alors, mettons qu'on réponde 23. Ah, et puis, bah, il n'en a rien fait puisqu'on ne lui a rien dit d'en faire. Mais néanmoins, on peut vérifier si vous voulez avec un console.log. Et console.log x tout simplement.
Voilà, et on a effectivement récupéré la valeur 23. Voilà, donc vous allez déjà pouvoir commencer à faire quelques premières petites interactions. Alors, on pourrait par exemple faire écrire dans la page avec document write. Voilà, donc on va directement passer au TP2. Donc là, on vous demande de réaliser une fonction en JavaScript qui utilise la méthode prompt pour lire un nombre au clavier et qui affiche le carré de ce nombre. Et on ne va pas l'afficher avec document write, je vais vous demander de rajouter cette ligne-là dans votre fichier HTML. Donc vous la rajoutez, vous regardez comment elle fonctionne et vous faites en sorte que dans votre script HTML s'affiche bien le carré de un nombre et sa valeur. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous revenez quand vous avez fait ce petit exercice. Alors, voilà la correction. Donc d'abord, on copie dans index.html. Donc, je vais mettre par exemple ça ici. Ah. Donc le carré de. Là, j'ai mis une balise span. Une balise span, c'est comme un div, si vous voulez, mais en horizontal, c'est-à-dire en mode display. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Elle va pas faire apparaître de caractéristiques. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ici, j'ai pu mettre un ID. C'est pour ça que j'ai utilisé la balise span. Et donc, une balise span avec l'ID antécédent et inner HTML. Pour l'instant, il est vide. Et puis, est à nouveau une balise span, cette fois-ci avec l'ID image. Et à nouveau, l'ID le inner HTML est vide. Donc, si je regarde ce script comme ça, voilà. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Je vais recommencer parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Affiche toujours 23. Par contre, le carré de rien est rien. Il ne m'a rien mis ici. Donc, je vais aller modifier script.js. Donc, déjà, je vais faire une fonction carré. Fonction carré qui a x associé x tout simplement. Voilà, on a notre fonction demande qui demande la valeur de x et on va récupérer donc élément égale document get élément by id antécédent. Là, je récupère le span antécédent et je vais faire élément inner html égale x. Et puis, je vais faire la même chose pour f de x. Et donc, simplement, je vais récupérer l'élément qui a l'id image et je vais lui donner comme valeur, non pas x, mais carré de x. Voilà, ça ne sert plus à rien. CTRL S, j'actualise. On va demander 121. Et le carré de 121 est 14 641. Si vous n'êtes pas convaincu, on va prendre un nom plus petit. Voilà, donc cette fois-ci, la fonction nous donne des informations qui sont dépendantes d'une valeur qu'on rentre. Voilà. On a un petit outil qui permet de calculer le carré d'un nombre. Calculatrice très très limitée, on va dire. Alors, prompt, c'est bien, mais la plupart du temps, les interactions entre l'utilisateur et l'application sont plutôt des interactions au clavier ou à la souris, mais dans la page elle-même et non pas dans des pop-up. Alors, on a pour ça une syntaxe qui est onEvénement égale, et puis l'action JavaScript ou la fonction qu'on va déclencher. Alors, par exemple, onClick. OnClick égale, et là, on appelle la fonction alerte avec l'argument maître de la couleur. Donc, on définit un paragraphe. Le paragraphe contient simplement cliquez ici et fin de paragraphe.
Et simplement, dans la déclaration du paragraphe, on a mis l'attribut onClick avec donc alerte maître de la couleur. Alors, copions. Excusez-moi. Copions cette ligne, on va la mettre dans notre fichier index.html. Alors, je vais la mettre ici, par exemple. Voilà, CTRL S. On actualise. Ah oui, alors j'ai laissé tout ça, j'aurais dû l'enlever. Voilà, et donc j'ai mon paragraphe, cliquez ici. Quand je clique dessus, eh bien, il a appelé la fonction alerte et il me dit alerte maître de la couleur. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On va voir d'autres événements, par exemple onMoveOver. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand la souris survole l'élément. Et là, on va mettre, alors je vous les ai mises ici, on va les recopier, hein, pas m'embêter à les saisir. On va créer ces deux fonctions-là, une fonction sur ligne et une fonction rétablir. Alors, fonction sur ligne qui va surligner un élément. Donc, pour surligner un élément, on va faire élément.style.backgroundColor égale light gray. Mais cette fois-ci, on passe l'élément en argument. Alors, comment on fait ça? Eh bien, ici, on va dire onMoveOver, on appelle surligne 10. 10, c'est l'élément, donc là en l'occurrence ce paragraphe, qui appelle la fonction. Et puis, ça ne suffit pas de le mettre en couleur quand on le surligne, il faut aussi qu'on dise onMouseLeave. Qu'est-ce qui se passe quand la souris sort de l'élément? Eh bien, on va appeler la fonction rétablir 10. Ah, surligne 10, rétablir 10, oui c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Allons voir ce que cela donne. Alors, surligne is not defined, j'ai dû oublier de sauvegarder, je pense. CTRL S, on recharge, voilà. Voilà. Donc, quand je survole l'élément, j'ai le style du paragraphe, donc le background color qui passe à light gray, et quand la souris quitte l'élément, qu'on appelle la fonction rétablir, qui remet le background color white. Si j'avais écrit près d'ici, onMoveOver, on passe en gris, onMoveLeave, on passe en rouge. Voilà, vous avez à peu près compris, je pense. Pas très compliqué, hein. Voilà, ben vous avez à peu près tout ce qui doit être... voilà, vous l'avez dans le cours ici, la correction de ce que je viens de vous montrer. Ici, vous voyez que onMoveOver, onMoveLeave, ici je l'ai écrit en camel, en style à dos de chameau. Et ici, je l'ai écrit tout en minuscule. Bon, ça marche aussi, hein. Mais on préfère quand même le camel case comme ici. Voilà, cette vidéo est terminée et vous avez appris à peu près toutes les bases de ce que vous avez à apprendre en JavaScript. Vous allez pouvoir passer au TP qui suivra.